Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Et oui, je suis encore tout seul, j'ai posé des affiches un peu partout autour de moi et on n'a toujours pas de traces et de nouvelles de Val. Voilà, je sais pas, un jour peut-être qu'il reviendra, donc c'est pour ça, je me fais accompagner sur tous ces épisodes et ça me permet d'aller sur d'autres horizons, donc ça me plaît bien. Donc pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de Alicia des Chroniques de Maïmo. Salut Alicia, comment ça va ? Salut, ça va très bien, très contente d'être là ce soir, ou ce matin, selon quand est-ce que vous nous écoutez. Peu importe où les gens nous écoutent, c'est le principal. Écoute, merci d'être là, parce que c'est vrai on s'est longtemps cherché pour arriver à trouver un créneau ensemble. On y est arrivé, ça y est. C'est ça, emploi du temps de ministre, mais... C'est ça, on va parler d'un super manga, mais j'aime bien toujours, c'est le running gag, garder un peu de suspense, dire on va pas le dire tout de suite, on va attendre un petit peu, et puis voilà. Écoute, déjà on va commencer par un truc tout simple, c'est ta première fois dans le podcast. Déjà on va commencer, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui éventuellement te connaîtraient pas et puis que je peux inviter à découvrir ton travail en tout cas. Je te laisse la main. Et oui, alors moi c'est Alicia, j'ai un compte Instagram, Les Chroniques de Maïmo, où je parle de manga principalement. À la base j'étais plutôt roman, BD, manga, et en fait la passion du manga a repris le dessus, donc je fais quasiment que ça. Je vais plutôt parler de mangas de petites maisons d'édition ou de mangas un peu plus de niche. Je suis pas trop mainstream, je vais pas parler de My Hero Academia ou de choses comme ça. Et pourtant. Mais je vais parler de petites séries je ne lis pas un peu plus connues. Je lis pas MHA non plus, mais bon, il n'y a pas de souci. Ok, ça me rassure. Mais en tout cas, voilà, mon but c'est de faire découvrir le travail de passionnés de petites maisons d'édition que j'affectionne particulièrement. Ok, et alors j'ai toujours une question que je me suis posée. D'où ça te vient Maïmo, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une référence à quelque chose? Alors, c'est pas vraiment une référence. Alors, je ne sais pas si la nouvelle génération connaîtra ça, mais j'étais beaucoup sur des forums RPG, où du coup, on racontait des histoires et on écrivait. Oui. Et il fallait toujours trouver un pseudo, et je m'appelais Mai Mokono. C'était mon nom, et du coup, j'ai réduit avec le temps, et c'est devenu Maïmo. Et je l'ai utilisé partout après, parce qu'il fallait des pseudos, et voilà. Donc, rien de très original. Mais ça vient de ma passion du RPG. Pour le coup, ça l'est, hein, parce qu'en fait, t'as pas faut le trouver, et c'est assez atypique. Je pense qu'aujourd'hui, quand tu tapes ton pseudo, t'as pas Maïmo 53 750. Je pense qu'en général, t'es plutôt tranquille, en tout cas, sur notre territoire. Effectivement, ça va. Au niveau des droits et des trucs, ça va, c'est facile. Il n'y a que moi. Fun fact pour les auditeurs, mon pseudo quand j'étais plus jeune, que j'ai lâché, c'était Spidey. Voilà, c'est pas très original pour le coup, tu vois. Quand j'ai mon pseudo de gamer, c'était le nickname de Spider-Man. Pour ceux qui savent pas, les 2-3 du fond, je pense que tout le monde connaît Spider-Man. Mais c'est pas facile de trouver des pseudos. Ah non, c'est super vrai, dur. C'est super surtout à l'époque, ouais. C'était très différent de maintenant. Je me suis beaucoup cherché, mais j'avais fini par dire Spidey. Et tu vois, en fait, on s'est posé la question avec Val au début, quand on a lancé le podcast. Est-ce qu'on avait des pseudos ou est-ce qu'on donnait nos vrais prénoms? Donc on a fait le choix de donner nos vrais prénoms, parce que je trouve que c'est plus humain, et puis on est peut-être un peu trop vieux pour ces conneries de pseudo, hein, on va se le dire. Oui. Voilà, mais bref. Et j'ai aucun jugement avec ça. Ça va, on n'est pas vieux. Non, on n'est pas vieux. Ouais. Bref, ne parlons pas d'âge, parlons pas de choses qui fâchent. Tiens, alors ça tu l'as pas préparé, parce que je te l'ai pas dit en off, mais c'est vrai que c'est une question que je veux te poser quand même. C'est quoi ton rapport au manga? Comment t'es tombé dedans? Alors, j'ai commencé le manga, j'avais, si je dis pas de bêtises, 7 ans. J'attendais en fait ma mère qui finissait le boulot. D'accord. Et il y a un de ses collègues qui était grand fan de manga et qui m'a mis un tome de Fruits Basket entre les mains. Oh, super. Donc voilà, merci Nicolas, tu as causé la ruine de mes parents, parce que suite à ça, je suis tombée là-dedans. C'est super, Fruits Et Basket. j'ai enchaîné avec Nana, etc. Et voilà, et ensuite, vu qu'il avait lui aussi des goûts très axés petite maison ou de choses comme ça, il m'a mis d'autres titres entre les mains. Et mon père avait fait le savant contrat avec moi de dire que dès que j'ai des notes au-dessus de 15, j'avais le droit à un manga. Et du coup, j'avais très souvent des mangas. Ça me motivait beaucoup à être bonne à l'école. Ouais. Oui. Mais après, voilà, j'ai arrêté pendant très longtemps, si jamais. Oui, non, mais alors, je pense qu'on a tous à peu près le même parcours. Hein. Moi, j'ai pas démarré aussi jeune. J'ai démarré plutôt à l'adolescence, 15-16 ans, tu vois. Et c'est rigolo parce que Fruit Basket, je trouve que c'est souvent le
premiers mangas de plein de filles, de petites filles. Fruit Basket, Nana. Oui. Ça, c'est des mangas qui reviennent assez souvent. Alors, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est C'est ça. J'avais eu Lovina aussi. Lovina, voilà. Mais Un peu différent. c'est ça, mais il y a pas trop de choix en fait à l'époque. T'avais pas 50 000 solutions pour lire des mangas, donc c'est vrai que c'est souvent ces titres-là qui reviennent. Mais en vrai, c'est des bons titres, c'est des titres de qualité. Enfin, moi, je sais que je les ai lus aussi et là, c'est chouette. Et ils sont encore beaucoup lus maintenant. C'est surtout ça, et c'est à ça qu'on voit que c'est des bons titres. Même Nana, manga quand même où on n'aura jamais la fin, continue à être très lu et très acheté, alors que vraiment, c'est... Voilà, on peut faire une croix dessus. Ça mériterait, je pense, une réédition en format perfect. Je pense que ça serait super sympa de l'avoir en format un peu plus... Parce qu'elle a un super trait quand même, l'autrice. Ayazawa, et je cherchais son nom en même temps que je disais ça, mais c'est bon, ça m'est revenu. et du coup, c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir, je pense, un format un peu plus grand, parce que c'est un peu la mode des perfects, et ce serait pas choquant de voir Nana recyclée en format un peu plus sympa, parce que elle commence à être un peu vieillissante, cette édition de chez Delcourt. Elle est vieillissante, mais après, à voir s'ils ont envie d'investir. Alors, certes, dans un manga qui apporte toujours de l'argent, ça reste quelque chose qui intéresse les gens, mais qui, malgré tout, n'aura jamais de fin. Donc, lancer une perfecte pour un manga sans fin... On a eu un espoir. Sachant qu'en plus, il finit sur un cliffhanger. Franchement, voilà. Ouais, et puis on a eu un espoir pendant un temps parce qu'il y a eu une expo de l'autrice. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on s'est dit, peut-être qu'elle va s'y remettre, mais a priori, on n'arrive pas trop à savoir ce qu'elle a comme problème de santé. C'est assez obscur. Bon, on lui souhaite qu'elle se rétablisse et qu'un jour... Ça serait bien qu'elle y arrive. Ouais, qu'elle arrive à terminer, mais c'est vrai que... Ouais. Mais après, c'est toujours ça le truc pour revenir sur la Perfect Edition. Il faut déjà savoir si elle existe au Japon. Parce que les Français prendront, à part quelques cas exceptionnels, ne prendront pas le risque de créer une perfecte édition si elle n'existe pas déjà ailleurs. Donc bref, mais bon. Nous nous égarons. Avant de se lancer dans le manga du jour, je t'ai demandé de me préparer une dernière lecture marquante. Qu'est-ce que tu nous as apporté ? Eh bien, comme j'ai envie d'apporter justement des petits éditeurs, j'allais dire, mais en vrai, vous en avez parlé il n'y a pas longtemps avec Sego, à qui je fais un bisou, avec Tokyo Talalepa Girls, on a Chisakobe, qui est également édité chez le Lézard Noir, en 4 tomes, et c'est fait par Mochizuki Minetaro, qui est aussi l'auteur de Dragon Head, de Tokyo Kaido, et que j'ai dévoré. C'est vraiment, on suit la vie de Shigeji, qui est un charpentier qui doit reprendre l'entreprise familiale suite au décès de ses parents. D'accord. Il y a très peu de dialogue, vraiment, c'est pas quelque chose de très verbeux, contrairement justement à Akiko Higashimura. Mais on va avoir beaucoup d'expressions, on va avoir beaucoup d'expressions plutôt dans les visages et même dans le découpage des cases. On a la sensation de lire un film, c'est vraiment bluffant. Ouais, Mochizuki, moi c'est vrai que je me suis arrêté... malheureusement, parce que je suis vraiment curieux de découvrir ce qu'il a fait après. J'ai lu que Dragonhead. Et je te cache pas que Dragonhead, en fait, m'avait... je sais pas si on en a déjà parlé ici, mais j'avais beaucoup aimé tout le plot de départ. Vraiment, ce scénario de départ qui est de l'apocalypse, cette espèce de huis clos glaçant et oppressant dans les tunnels... dans le tunnel du train là, qui s'est écroulé, et on est vraiment sur un peu de la c'est très survialisme, et en fait la fin m'a un peu déçu, quoi. Tu vois, j'ai trouvé que ça retombait vraiment pas bien, et j'étais pas allé voir la suite, et parce que je pense que à l'époque où est sorti, on avait que Dragonhead à l'époque où c'est sorti, parce que je l'ai vraiment lu à sa sortie, moi, et je crois pas qu'on avait d'autres titres, et je t'avoue que naturellement je suis pas allé voir ce qu'il faisait, mais pour autant tu vois, Chisakobe, ça me tente vraiment beaucoup. Même Tokyo Kaido, tu vois. C'est complètement un autre style. Ah oui, il a touché à tous les styles. On est vraiment sur autre chose. Complètement. Ouais. Mais très très curieux. Écoute, je te le recommande fortement. Puis je suis en pleine découverte du catalogue Lézard Noir, donc j'y vais à mon rythme. Mais voilà, j'ai commencé avec Kengo Shinzo, là je suis allé voir Higashimura. Petit à petit, voilà. C'est un budget après, mais voilà, je vais y arriver petit à petit à découvrir des trucs. Et puis peut-être qu'à Angoulême, il y aura des titres qu'on pourra voir en avant-première et qu'on découvrira. Là, autant l'année dernière, j'ai pas pu y aller. Cette année, je vais m'arrêter au stand Lézard Noir. J'espère qu'il sera mis dans l'espace manga, parce que je ne comprends pas pourquoi il a été mis dans cet espace, dans l'autre espace, qui est un espace des trucs du monde. Je sais plus comment ça s'appelait, l'espace qu'ils ont fait là. L'espace indépendant. C'était pour en gros les maisons indépendantes, et je suis pas sûre qu'il ait forcément envie de se retrouver dans le hall manga, parce que c'est vrai que c'est beaucoup de très grosses maisons, c'est beaucoup de marketing, et c'est vrai que c'est pas forcément, quand on regarde des maisons comme Lézard Noir ou Naban, c'est pas forcément... Alors Naban était là-bas dans les petites... Naban, Nasca y était aussi. Dans les petites maisonnettes, ouais.
Mais c'est vrai que les Lézard Noir, de la vision que moi j'en ai de l'extérieur, je trouve pas que ça colle à leur image, en fait, d'être dans ce hall-là qui est très mainstream, alors que eux vont plutôt essayer de chercher les petites pépites indépendantes. Je sais pas. Ouais, et puis je pense que, enfin, on va pas parler pour lui, hein, mais pour Stéphane Duval, qui est le créateur de la maison, mais je pense qu'aussi il cherche certainement à toucher un public peut-être plus BD, toi, de fait du format déjà, etc. Ouais. Je pense pas qu'il cible un public plus adulte, donc peut-être que pour le coup c'est plus intéressant de se mettre dans l'indépendant. Mais pour autant, toi, je suis un peu partagé parce qu'il passe un peu inaperçu et sous le radar, et même moi, toi, je les ai loupés alors que j'aurais bien aimé aller les voir leur stand. Bon, bref, on verra bien. Est-ce qu'ils vont agrandir encore l'espace manga l'année prochaine ? Ça va être la surprise. Bah, ce serait pas mal qu'ils rassemblent justement des petits éditeurs, mais vraiment à part, parce que le problème, c'est qu'on a vraiment les gros groupes, Glénat, etc., qui prennent énormément de place et qui font beaucoup de bruit, on va dire. Ce que j'avais remarqué, c'est vraiment ça, ils prennent le plus gros de la place. Et c'est vrai que même pour découvrir Naban ou IMHO, bah, c'est tout petit, c'est à part. Est-ce que ce serait pas mal de les regrouper ailleurs, entre guillemets ? Parce que c'est pas non plus les mêmes publics. Ouais, après, ils bénéficient quand même de l'aura des gros éditeurs. Du coup, ça te fait par ricochet aller voir les autres éditeurs à côté. Donc, je trouve pas ça, en fait, la manière dont a été fait cette année le hall manga, enfin, quand je dis cette année, 2023, ça fait presque un an maintenant, hein, au moment où on enregistre. Ouais. Et alors, d'ailleurs, cet épisode est très marqué dans le temps parce qu'on va être très transparent avec les auditeurs. On est le 14-11 quand on enregistre. Et dans 2 jours près, on ne peut pas faire autrement avec les agendas, on parle d'Angoulême et normalement, il y a le programme qui est annoncé. Donc, vous allez écouter cet épisode à fin novembre et on va vous parler d'Angoulême. Alors, on n'est pas au courant du programme et il sera déjà tombé entre-temps. Et bref, les aléas des enregistrements. Et je n'y serai que s'il y a Keigo Shinzo. Sinon, je n'y vais pas. On n'a pas les infos, mais Keigo Shinzo, s'il est là, voilà. Alicia sera là. Oui. Et ouais, ça serait cool de pouvoir la rencontrer, ouais, ça c'est clair. Moi, je vais faire une petite infidélité au manga, parce que c'est une lecture que je redécouvre et que je relis. Je vais vous parler d'un comics. C'est le comics Y, le dernier homme, ou Y, the Last Man, qui est en ce moment en train de ressortir aux éditions Urban Nomad. Pourquoi j'en parle ? Parce que Urban Nomad, dans son format, cherche clairement à aller draguer les lecteurs de manga, parce qu'on est sur un format qui est quand même assez proche des mangas. Et c'est une super série. C'est un post-apocalyptique qui part du principe que 99,99% de la population mâle, donc le chromosome Y, est décimé. Meurt dans des circonstances horribles et atroces. Je vous invite à regarder le début du comics, c'est assez trash, hein, ils font pas de cadeaux. Et on se retrouve dans un monde gouverné et géré que par des femmes. Sauf que, le titre il est pas là pour rien, il y a quand même une petite anomalie dans l'histoire, il y a un dernier homme. En tout cas, au moment où on lit l'histoire, parce qu'il va forcément y avoir des petits rebondissements, j'en dis pas plus, on suit donc le parcours de Yorick Brown et de son singe, Esperluette, qui sont tous les deux, qui ont le chromosome homme, ce sont des hommes, et qui ont échappé à ce mystérieux virus qui a décimé toute la population masculine, y compris les animaux. Donc, ça lève un sujet qui est déjà comment se comporterait entre guillemets la femme sans l'homme, hein, voilà. C'est hyper intéressant. Et du coup, il y a aussi cette problématique qui est de comment est-ce qu'on peut assurer la survie de l'humanité sans l'homme. Et je parle que du point de vue reproduction. On sort des considérations féministes, même s'il y a beaucoup de féminisme dans ce titre. Et c'est scénarisé par le grand Brian Kevogan, qui est son plus gros fait d'armes. Alors ça parle aux lecteurs de comics, hein, Brian Kevogan, mais pour un truc très mainstream, il a scénarisé beaucoup d'épisodes de la série Lost. Ah, que j'ai regardé il y a pas longtemps. J'avais jamais vu la fin. C'est bon, j'ai vu la fin. Ouais, elle est assez discutable aussi la fin, si on peut faire un petit parallèle. Mais Brian Kevogan, c'est un scénariste de génie parce que c'est quand même le monsieur qui est derrière Saga, la grande série Saga, Paper Girl, etc. Oui. Enfin voilà, c'est un grand monsieur du comics, plutôt sur la scène indépendante, hein, parce que c'est je crois que de mémoire, alors il a fait quelques
il a fait quelques trucs pour Marvel, mais c'est essentiellement il est essentiellement connu sur la scène indé. Et Why the Last Man, voilà pourquoi je vous en parle. Alors c'est aussi dessiné par une autrice, par une dessinatrice qui est Pia Guerra Marzan. Et ça se voit d'ailleurs qu'elle a un trait, vu le nom, elle doit avoir des consonances un peu hispaniques. Et on voit dans son dessin que on voit quand c'est des Espagnols qui dessinent. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi, mais on voit l'influence hispanique dans le dessin. Et c'est vraiment super. C'est super bien écrit. On va suivre justement ce personnage qui va essayer de comprendre le pourquoi du comment. Il y a de l'humour, il y a du rebondissement. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Je ne vais pas vous en dire trop. Parce qu'il y a pas mal de choses, pas mal de thématiques qui sont soulevées dans ce comics. Et c'est donc, ça sera prévu donc en 5 tomes chez Urban Nomad. Et je crois que de mémoire, qu'ils sont vendus 5,90 €. Donc voilà, vous n'allez pas non plus trop vous ruiner. Oui, c'est très abordable. Ouais, parce que pour info, il y a entre guillemets, c'est pas une perfect, mais ils ont sorti un grand format avec des reliures cartonnées. Pareil, je crois que de mémoire, c'est des doubles tomes à chaque fois. Je crois qu'il y a 5 tomes aussi. Et c'était vendu 24 € à l'époque. Alors ça s'est bien vendu aussi, hein, ça a été un gros carton de librairie. Oui, ça a quand même... c'est pas non plus abusé au niveau du prix. Non, et surtout que l'édition est vraiment belle. C'est un peu cher. Voilà, c'était, je sais pas si c'est encore dispo, mais c'était sorti il y a une dizaine d'années maintenant. Moi, je les avais fait à l'époque dans des formats souples qui étaient vendus 10-12 €. C'était pareil, je crois que c'était dans la collection Vertigo, si je dis pas de bêtises. Et j'avais pas pu pareil, c'est tombé à la période où j'avais un peu moins de sous, donc j'achetais moins de comics, et les comics, ça coûte cher. Et là, du coup, je me la refais. Et donc l'idée, c'est de tout compléter et de enfin terminer cette série. Et même à une relecture presque 10 ans plus tard, je trouve que c'est toujours aussi efficace. Et j'aime beaucoup le dessin. Voilà, c'est un peu perturbant au début le dessin, mais il est vraiment chouette. Enfin, j'aime beaucoup. Je ne peux que vous le recommander en tout cas. Je suis pas très comics, mais je vais me le noter. Ça me fait beaucoup penser au manga de Akane Torikai, Le siège des exilés. Que je ne connais pas. En 2 tomes, justement aussi sur le fait qu'il n'y ait plus d'hommes. Et du coup, ça m'avait bien plu, donc je me le note. Je pense que ce sera une de mes prochaines lectures et surtout un de mes prochains achats. Clairement, je trouve que peu de budget. Si on doit faire une petite parenthèse comics, c'est vraiment une super belle porte d'entrée, les Urban Nomades, parce qu'ils ont vraiment, sorti tous les grands classiques des comics, que ce soit des Batman, des Superman. Ils ont ressorti aussi la série Fable, et pas The Fable, je tiens à préciser, qui est en fait, comment vous expliquer Fable, et si en fait tous les personnages que vous connaissiez de vos contes favoris étaient des humains. Ça me fait penser à une série. C'est issu de cette série-là. Je sais plus laquelle. Oui, je vois très bien laquelle tu parles. C'est grosso modo un peu inspiré de tu ça. Ouais. Ok. Et c'est vraiment... Once Upon a Time. Voilà. Et c'est clairement inspiré de ça. Donc ça, c'est une série que je vous recommande. Et il y a plein de one-shots qu'on a eu. Pour vous citer un peu des grands titres, si vous voulez découvrir Watchmen à pas cher, du grand Alan Moore, c'est aussi dedans. V pour Vendetta, c'est aussi dedans. Il y a des grands one-shots de l'univers DC Comics, que je pense à notamment Red Son, qu'on part du postulat où et si Superman était tombé en URSS plutôt qu'aux États-Unis, qu'est-ce que ça aurait donné ? Trop bien. Voilà, c'est que des high concepts comme ça qui sont vraiment super. Et moi, je trouve un de mes gros coups de cœur, et pour moi qui est peut-être la meilleure porte d'entrée dans l'univers DC Comics, c'est Crise d'identité. Crise d'identité, en fait, on est dans l'univers de Justice League, c'est l'équivalent un peu des Avengers chez Marvel. Et là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? On a, en fait, alors ce qui est très compliqué d'un premier abord, c'est que vous avez plein de personnages dont vous soupçonnez pas l'existence, mais limite, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ça le propos, mais on part du principe qu'il y a un peu un équivalent de l'homme élastique, vous savez, c'est Monsieur Fantastique, chez les Marvel, qui a son équivalent donc chez DC, parce que c'était un peu la guerre entre les deux maisons. On apprend en fait que la femme donc, de Extensiman a été assassinée, et tous les deux, c'était des membres de la Justice League. Et du coup, on va avoir une vraie enquête, un vrai thriller dans l'univers de DC Comics, et c'est juste passionnant. C'est super bien écrit, et ça vaut vraiment le coup. Voilà.
Donc ça, c'est si vous voulez un jour vous lancer... Non, ça a l'air très sympa. Ouais, si un jour vous lancez un OC Comics, il y a vraiment de quoi faire, et je vous dis à petit prix. Et ça, c'est vraiment cool. Mais Urban est très bien pour commencer, même les BD en général. Je sais que j'avais lu Toutes les morts de Leila Starr, que j'avais adoré. Vraiment, je suis pas du tout comics et pas du tout BD en général, et là, ça m'avait bluffé. Et c'est vrai que quand j'ai regardé un peu ce que faisait Urban, je me suis dit, ok, eux, ça peut être vraiment une maison d'édition qui propose des trucs sympas, qui sortent un peu de l'ordinaire, et surtout à des tarifs abordables. Ouais, alors tu vois, c'est vrai que souvent on tombe dans le cliché du comics où les gens pensent à Superman, Batman, mais il y a tellement de choses dans l'univers indépendant. Tu as parlé donc Urban, chez Urban on retrouve aussi, alors ça a été pendant un temps chez Glénat, est-ce que c'est ou c'est Milady, enfin bref, il y a le comics, je me souviens plus chez qui il est, mais c'est Lock and Key, qui a été adapté en Netflix. Ah, oui. Et pareil, c'est un truc complètement délirant, c'est à la croisée d'un... Alors c'est le fils de Stephen King qui écrit ça. On est à la croisée des chemins entre du Stephen King et un peu Lovecraft dans l'inspiration. Et il y a vraiment des chouettes trucs. Et si on doit citer un autre éditeur qui est pas très aimé chez la communauté manga, mais en comics, ils font des super trucs, c'est Delcourt Comics. C'est vraiment génial. Ils ont C'est vrai qu'en manga, ils sont pas Non, ils sont pas super appréciés. Moi, j'ai rien contre eux perso, mais je peux comprendre qu'on puisse pas trop aimer. Mais Delcourt Comics, pour le coup, ça a longtemps été eux qui avaient les droits de la série Walking Dead, qui est une de mes séries coup de cœur à tout jamais. Voilà. Qui est une série sur les zombies sans vraiment être trop sur les zombies, quoi. Et qui est plutôt sur les relations humaines. Et qui est pour moi un must-have. Ne regardez pas la série. Lisez le comics. Voilà. Non, ne la regardez pas. Trop longue. Et c'est pas bien du tout. Bref, on va arrêter de chuchoter parce qu'on va s'attirer les fautes des auditeurs. Est-ce qu'on n'irait pas dans l'œuvre du jour là? Dans le vif du sujet. Dans le tranchant du sujet, n'est-ce pas? Clin d'œil, tranchant, exactement. Scalpel, enfin tout ça, bref, vous avez compris. Petit rappel du concept pour ceux pour qui ça serait le premier épisode, qui viendrait juste pour toi en fait. Voilà, c'est juste rappeler pour les fans de Alicia qui seraient venus, et on va leur rappeler le concept. Oh. Merci d'être là. Qu'est-ce qu'on fait dans... Merci d'être là. Qu'est-ce qu'on fait dans Y a-t-il un pilote dans le manga? Et ben en fait, on prend le premier chapitre d'une œuvre qu'on décortique, qu'on regarde ensemble. L'idée derrière, c'est de pouvoir analyser un petit peu l'œuvre en profondeur sur l'aspect dessin, sur l'aspect écriture. Dans cet épisode-là, on va éviter de trop vous spoiler parce que c'est une série qui est pour le coup ressortie chez l'éditeur et qu'on vous invite vraiment à découvrir. Donc on va vraiment rester en termes d'histoire que sur le premier chapitre. On pourra vous parler des thématiques qui viendront après, mais sans vous déflorer trop le sujet. Donc on va essayer d'être assez concis, et tout en essayant de vous transmettre vraiment tout le bien qu'on pense de cette série. Donc aujourd'hui, on vous parle de Give My Regards to Blackjack de chez Nabal. C'est parti. Alors, Give My Regard, oui, c'est compliqué parce qu'il y a eu plusieurs noms, hein. Oui, ils ont voulu faire simple dès le début, quoi. Ouais, alors, ça s'appelait avant, alors je vais parler, je suis un vieux qui a découvert, en fait, c'est une réédition, faut l'expliquer aux auditeurs. Donc actuellement, c'est chez Naban, c'est dispo donc en 6 volumes, si je dis pas de bêtises, c'est des quasi-double tomes. Ouais, c'est ça. Je dis quasi double tome parce qu'en fait... Oui, c'est des gros bébés. C'est des gros bébés. De base, c'était Glénat qui avait les droits de cette série, et ça s'appelait Say Hello to Blackjack. Et c'était en 13 volumes. Et je vous dis un vieux comme moi parce que c'est sorti en fait entre 2002 et 2006 chez Glénat. Et ben du coup, forcément, c'était... attends, je dis des bêtises, non, ça c'est la parution, excuse-moi, c'était donc 2002-2006, c'était la parution chez donc l'éditeur japonais, donc qui a été édité par la Kodansha. Et c'est arrivé en 2004 en France. C'est 2004, tu vois, il y a eu un petit peu de décalage, ouais, exact. La série est sortie, elle a eu son petit succès. Oui, pas énorme non plus. Non, il n'y a pas eu trop de décalage. Et ça s'est terminé et on n'a eu plus de nouvelles. Et c'est vrai qu'en préparant l'émission avec toi, on s'est rendu compte qu'il y avait un drama qui adapte grosso modo les 13 tomes. Et il y a eu une suite qui a changé de maison, qui a été éditée à la Shogakukan entre 2007 et 2010 en 9 volumes. Et ça, pour le coup, on ne l'a jamais eu en France.
Donc voilà, bon, je ne peux pas trop vous en dire. Non, et on aimerait bien l'avoir. S'il y a des éditeurs qui nous entendent, on aimerait bien l'avoir. Naban au hasard. mais en tout cas, Ce serait génial. oui, en tout cas, Naban a relancé cette série-là parce que je pense que Christophe Geldron devait sentir certainement le potentiel de la série et nous a ressorti dans un format un peu plus grand, un peu plus épais, avec un beau papier de qualité. Alors ça, je vais plutôt t'en laisser en parler parce que moi, je l'ai lu, je l'ai relu sur Manga.io. Est-ce que tu peux toucher éventuellement 2 mots de l'édition de Blackjack ? Alors, elle est vraiment très sympa. Naban fait souvent un peu ce type de format. Ils l'ont fait aussi pour Destination Terra et pour Old Boy. Donc, c'est en gros un peu des doubles tomes. Mais on reste sur un petit format. Ce qui est agréable, c'est que du coup, en main, c'est pas trop gros, c'est pas trop épais, c'est pas trop lourd. Et on va avoir, comme dit, un papier de super qualité. Parce que ça compte quand même, mais on a des traits, on verra, on en parlera sûrement après, qui sont quand même pas mal expressifs et pas mal, qui sont assez marqués. Très graphique, Et c'est vrai que si le papier est trop fin, ça va être compliqué. Donc là, on part vraiment sur une très très belle édition qui fait que ça prend pas trop de place dans les mangathèques et en même temps, on a quand même des volumes assez conséquents. Mais vraiment, très belle édition avec des belles pages couleurs aussi. J'en ai pas parlé, mais il y a pas mal de pages couleurs qui ressortent très bien, qui sont vraiment magnifiques. Et c'est la question qu'on se posait en off, c'était de savoir si, je me souviens plus du coup, s'il y avait les mêmes nombres de pages couleurs. Alors je sais que le début il y a, parce que je me souviens de l'avoir lu en couleur à l'époque, mais la question que je me posais, c'est est-ce qu'on a autant de pages couleurs sur toute la longueur de la série sur l'édition Glénat ? C'est là-dessus que je mets un point d'interrogation, et là, si auditeur vous avez la première édition, n'hésitez pas à nous faire un retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller re-regarder mes tomes qui ne sont plus avec moi. En tout cas physiquement. mais en tout cas, ouais, moi je l'ai découvert sur la géniale application. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait la promo, mais la géniale application Manga.io, qui Naban est un de ses premiers partenaires. Et moi j'avais commencé Old Boy, du coup, de chez Naban, que j'ai adoré. J'en ai d'ailleurs fait un épisode. Et du coup, là, je suis content d'aborder Blackjack parce que clairement, je pense que ça n'aurait pas trop été la came de Val. Mais ouais, en tout cas, c'est vraiment une super série. Et pour le coup, vous ne prenez pas trop de risques parce que tu as le montant du tome sous la main. Tu sais combien ils sont vendus ? C'est quoi ? C'est douzaine d'euros peut-être ? Ils sont vendus à 12 euros. C'est pas très cher pour un double. 12 euros pile pour un double tome. Et une série en 6 volumes, vous prenez pas trop de risques. Non, franchement, et puis ça fait un joli cadeau aussi, ça peut faire un joli cadeau pas trop cher pour les fêtes qui arrivent, on y pense, mais voilà, ça soutient un petit éditeur et en même temps ça fait un beau cadeau. Exactement, alors c'est bien que tu le précises parce qu'il faut savoir qu'ils ont une petite particularité Naban, ils diffusent dans le circuit classique, c'est-à-dire par les éditeurs, donc on vous encourage à faire marcher vos éditeurs, mais si vraiment vous voulez les soutenir, il y a possibilité directement de leur acheter en direct sur leur site internet et ils font un coffret de l'intégrale de Blackjack que vous pouvez acheter directement sur leur site internet et du coup je pense que ça leur permet de récupérer un peu plus de marge et ça soutient un petit éditeur. C'est ça, et vous pouvez recevoir en général des petites illustrations avec qui sont magnifiques, donc vraiment un petit plus, après vous pouvez l'afficher, vraiment très sympa. Avant de se lancer dans le premier chapitre, on a vu ensemble la partie manga. Moi j'ai bien envie d'abord de te demander ton avis sur la couverture, la première couverture de ce tome 1, où on voit notre personnage fier, la tête haute, n'est-ce pas ? Ouais, c'est vrai que alors cette couverture, étrangement, la première fois que je l'ai regardée, je l'ai pas du tout aimée. Voilà, parce que c'est pas le genre de manga que je lis d'habitude et c'est pas le genre de trait auquel je suis habituée. On n'est pas sur un trait récent, on n'est pas non plus sur du vintage, mais on sent que ça commence à dater un peu. Et c'est vrai que j'avais un peu du mal et je m'étais dit, non, du médical, super. Et en fait, c'est vrai que quand on y regarde un peu de plus près et pour avoir lu maintenant les différents tomes, ce manga, cette couverture, elle représente quand même beaucoup et elle montre vraiment énormément de choses. Alors, je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vais pas vous donner les détails de l'analyse, mais c'est vrai que... On va le voir assez rapidement dans le premier chapitre. Maintenant que je la regarde, je me dis, elle est... Ouais, je me dis vraiment, là, on sent que c'est un jeune médecin tout frais, qui est très motivé, qui a envie de donner le meilleur de soi. Donc, voilà, c'est une couverture qui, premier abord, m'attirait pas trop et finalement... dessin quand même plutôt sympa. J'ai eu envie d'en voir un peu plus et puis après c'est à l'intérieur que ça se passe. Oui, complètement. C'est rigolo parce que je percute en même temps qu'on parle que l'auteur, donc on l'a pas dit, c'est Shuo Sato et que notre personnage s'appelle Saito. Bon, c'est pareil, à une lettre près, on est pas loin de la vérité.
Est-ce que c'est une autobiographie? J'en sais rien. Est-ce que l'auteur a fait médecine? Je me suis pas assez renseigné pour ça, mais bref. Il était frustré. Il n'a pas réussi. Certainement. Ouais, c'est clair. En tout cas, voilà, c'est un manga qui va nous plonger dans les abîmes du système médical japonais. Et ce qu'on va voir au fur et à mesure, parce qu'on a quand même pas mal d'infos qui nous sont données dans ce premier chapitre, c'est que c'est troublant, voire choquant. Mais on va en discuter. Oui. Donc, comme tu l'expliquais tout à l'heure, en fait, le manga s'ouvre sur 2 pages en couleur, où on est à une remise de diplôme. Où on a un discours très galvanisant hein, du responsable de la faculté qui explique que chaque année, 8000 étudiants obtiennent leur diplôme dans l'une des 81 facultés de médecine du pays. Votre promotion et ses 80 diplômés constituent l'excellence, la crème de la crème. Jeunes gens, l'avenir de la médecine japonaise repose sur vos épaules. Alors là, on peut dire quand même que c'est un discours très... pas de pression. Ouais. Pas du tout de pression sur ces jeunes étudiants. Non, puis on leur dit on leur promet un bel avenir, quoi. C'est la crème de la crème de la crème, quoi. Tu vois, c'est. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que la case, en fait, conclut la page couleur se conclut sur. T'as l'air exténué? Ouais, j'étais de garde cette nuit. Donc là, on retombe, le soufflet retombe très vite. Hein. Et c'est vrai que ça va être un manga qui va beaucoup jouer avec nos nerfs. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette entrée en matière, là, ce discours avant qu'on rencontre notre héros? C'est très japonais. C'est vraiment, on reconnaît là-dedans, ils ont une fierté, ils ont vraiment à cœur de vouloir faire les choses bien et de se dévouer entièrement à leur métier ou en tout cas à ce qui les anime. Et là, c'est vraiment ça. Quand on regarde ça, il y a presque un côté un peu... pas secte, mais on sent vraiment que ils ont tous envie d'aller dans la même direction, ils doivent tous regarder la même direction ensemble. C'est quelque chose vraiment, quasi militaire. Moi, c'est un truc qui m'a vraiment un peu marqué, ils sont tous en rang, c'est très droit, c'est très carré, voilà, très très japonais, et je trouve qu'on retrouve déjà cette société japonaise dans ces quelques premières cases. Ouais, le côté très discipline, vraiment de respecter le code et les règles imposées par le système. Il faut vraiment être dans des cases, et eux, ils sont dans la case des crèmes de la crème. Donc on fait la rencontre de notre personnage de Saito, qui est donc fraîchement diplômé, qui explique à son collègue que il a dormi que 2 heures cette nuit en tout et pour tout, mais il a le sourire, pour autant. On apprend que on se situe 3 mois après la remise du diplôme, et qu'il a pris en toute logique le choix d'effectuer son stage au CHU. Il faut savoir, en fait, voilà, on nous explique en fait dans le manga un petit peu le processus d'intégration d'un jeune médecin, puisqu'en fait ils sont pas tout à fait médecins tout de suite, puisqu'après leur diplôme en fait ils deviennent internes. Et ils sont toujours ce qu'on appelle en phase d'apprentissage. Là, je vous lis grosso modo, parce qu'il y a toute une explication pendant une opération. On nous explique en fait le fonctionnement des médecins, des jeunes médecins, que pour exercer, il faut 6 années d'études, passer le concours d'état de docteur en médecine, et pour obtenir le diplôme, ça ne fait pas pour autant d'eux un médecin, puisqu'en fait, ils sont toujours en cours d'évaluation, puisque là, en fait, ils ont fait la partie théorie, et là, ils vont être sur la partie pratique. Et comment se passe la pratique chez eux? Et bien, en général, ils expliquent que il y a souvent, en fait, si vous voulez, les diplômés, leur école est souvent rattachée à un CHU. Donc lui, ce qu'il explique, en fait, il a fait ses études à Eiroku, je ne sais pas si on prononce ça comme ça, et donc forcément, il intègre le CHU d'Eiroku, sur lequel, en fait, on va lui demander d'alterner entre les services pour justement pouvoir peaufiner son art et choisir derrière, après, sa spécialité. Je voulais aussi tout de suite rassurer les auditeurs, c'est pas du tout quelque chose de lourd. Il y a beaucoup d'informations, mais qui sont très bien diluées et qui sont données à des moments vraiment judicieux, donc on n'a pas l'impression de prendre un cours sur la médecine japonaise. Mais c'est vrai qu'on a ce côté raffilié. On voit déjà que là, il y a, entre guillemets, des poulains, on va dire, selon les CHU, etc., où derrière, on va faire ces j'ai pas le mot qui me vient, ça va revenir. On va juste faire les stages là-bas. Et au final, ça ressemble quand même beaucoup un peu au système américain. Si vous regardez des séries médicales, vous allez voir vraiment ce côté toujours interne. Voilà.
Urgence, exactement. Ou même, on a quoi encore, Dr Good ou Dr House, voilà. Ils sont souvent entourés d'internes, et là, c'est exactement la même chose. Donc, vous ne serez pas dépaysés, et ça va vite. Ouais, on a aussi des internes en France, mais ils sont tout de suite dans la spécialité qu'ils veulent. Donc voilà, si Oui, ils veulent c'est faire ça. de la pédiatrie, ils sont internes en pédiatrie, etc. Parce que c'est là-dessus qu'ils vont aller. Là, c'est un chouïa différent, puisqu'en fait, ils changent de service régulièrement pour pouvoir justement peaufiner leur art. Et on a une première info qui tombe. Et là, j'ai envie de dire, j'étais un peu choqué. Et je me dis, attends, c'est une vraie info, ça. Et ben, on apprend en fait que c'est pas l'Eldorado en fait d'être médecin. Puisque sur fond de... Alors, vous allez voir les auditeurs, notre personnage principal fait beaucoup de vélo. Alors, je voudrais bien voir ses mollets à la fin du manga, Oui. parce qu'il doit avoir des mollets en béton, parce qu'il a l'air de se taper des côtes de malade, et il fait beaucoup de vélo pour alterner justement entre chez lui et l'hôpital dans lequel il travaille, et l'autre travail qu'il a en fin de journée, on va dire. On va y venir très rapidement. Mais il se déplace beaucoup à vélo, et ça n'a pas l'air d'être la porte à côté. Donc, on apprend que en moyenne, un médecin, alors tout ça c'est des infos qui datent de l'époque de sortie du manga. Et je n'ai pas fait de recherche, je n'ai pas poussé de la recherche à me dire est-ce que c'est toujours d'actualité. Mais en vrai, il n'y a pas de raison. Je pense que c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais on apprend qu'en moyenne, un médecin travaille 16 heures par jour pour un revenu de 38 000 yens. 38 000 yens, ça je pense que Naban pour le coup l'a remis à jour avec le taux actuel. Ça fait 300 euros. Oui. Et la voix off de notre personnage dit chaque jour ? Non. Chaque mois. Donc c'est assez impressionnant. Ils expliquent qu'ensuite, dans le secteur public, le salaire moyen est en fait légèrement plus élevé. Mais dans 70% des établissements privés, celui-ci ne dépasse jamais la barre des 100 000 yens qui correspond à 800 euros. Et là, moi perso, quand j'ai lu la première fois ça, j'étais choqué, quoi. Je me dis, mais comment c'est possible qu'il soit aussi peu payé, quoi. Ouais, surtout que c'est vraiment l'opposé de l'image que nous, on a en France de nos médecins, où on se dit, ah ben, il a fait médecine, il est bien, il va bien gagner sa vie, etc. Au Japon, c'est clairement un métier passion. C'est pas pour gagner de l'argent qu'on fait ça. Surtout qu'il dit sur la même page qu'en moyenne, un médecin travaille 16 heures par jour. Ouais, c'est énorme. Donc vraiment, 16 heures, c'est énorme. Nous, en France, avec nos 35 heures, voilà, Ouais. on n'y est pas du tout. Et c'est vrai que quand on voit les salaires, on se dit, il faut vraiment le vouloir. Faire ce métier, c'est vraiment un choix. Complètement. C'est pas quelque chose qu'on te propose comme ça, il faut avoir envie de faire ça. Non, puis c'est vrai qu'on se dit toujours, on a toujours cette idée du médecin qui roule sur l'or. Alors je pense que les jeunes médecins sont très mal payés. À mon avis, il n'y a qu'une toute petite partie de la population des médecins qui gagnent très très bien leur vie. Donc je pense qu'il y a une énorme distorsion. Et c'est vrai qu'on fait le parallèle en France, tu vois. Alors, dans une moindre mesure, et là, je vais peut-être surprendre des gens, mais moi j'ai ma femme qui travaille dans le médico-social, donc elle est en lien souvent avec les médecins. Un médecin aujourd'hui, un médecin généraliste, basique, je ne parle pas de chirurgien ou de médecin spécialiste, c'est pas non plus les rois du pétrole, parce qu'en fait le temps passé à travailler, le taux horaire versus le salaire qui se fait à la fin du mois, en fait au final ça ne fait pas cher payer. Et on a aujourd'hui des médecins, de plus en plus de médecins, et ce qui cause des gros déserts médicaux, qui font le choix de travailler à mi-temps, se faire un salaire, on va dire, plutôt moyen, dans la moyenne de ce que peuvent gagner les gens, en tout cas de ce niveau-là, pour s'assurer un confort de vie et pas se tuer à la tâche. Parce qu'au final, c'est passer beaucoup d'heures pour un salaire qui n'est pas si fou que ça. Vous allez entendre des médecins qui gagnent peut-être 5-6 000 euros par mois, peut-être 7, mais en vrai, vu le temps qu'ils passent dans le cabinet, je suis désolé, c'est pas cher payé. Moi, je préfère travailler moins, gagner moins. Et ok, c'est bien 7 000 euros, mais si c'est pour travailler de 8h jusqu'à 20h du lundi, voire des fois même jusqu'au samedi, c'est bien un temps. Mais aujourd'hui, je pense que la jeune génération, elle veut pas ça. Elle veut pas ça. Alors, je parle vraiment des médecins généralistes. Je pense qu'aujourd'hui, les spécialistes aujourd'hui gagnent un peu mieux leur vie. Mais encore une fois, rapporté à l'heure, je sais pas si c'est vraiment si fou que ça. Ouais, ça peut être... Surtout par rapport au nombre d'études. C'est ça. Et puis, il y a aussi le côté administratif. On en parle très peu, mais en France, il y a eu un gros ras-le-bol des médecins parce que maintenant, on leur impose tellement d'administratifs que c'est très compliqué pour eux. C'est-à-dire qu'en plus de leur consultation, une fois que c'est fermé, faut derrière faire toute la paperasse. Et je sais que j'en avais discuté avec mon médecin traitant qui, clairement, il m'a dit « Je suis quasiment au burn-out parce que... » Ça s'entend. Là, vous allez partir, derrière, j'ai tous les dossiers à faire, tout à envoyer, etc. Rattraper les dossiers, les choses. Et c'est assez terrible quand même de se dire, alors, oui, ils sont là pour notre bien-être et certains gagnent très bien,
mais c'est aussi une image qu'on a. Effectivement, la plupart ne gagnent pas autant que ça. Ils sont pas tous réputés et renommés et dans des spécialisations très particulières. Donc, Aujourd'hui, je pense que le quotidien, c'est plutôt le médecin généraliste qu'on connaît tous, parce qu'il y en a quand même un certain nombre, et c'est des gens qui sont loin de gagner des 100 et des 1000. Alors oui, ils ont des gros salaires, mais parce qu'ils font les heures derrière. Donc, et pour rien au monde, je pense que je voudrais, parce que c'est quand même des gens qui ont un diagnostic à faire, qui ont des vies entre leurs mains, et ils n'ont pas droit à l'erreur. Donc, et justement, ça va être aussi un peu, un peu le propos de ce manga qui est mis en avant, où là c'est encore plus extrapolé, puisqu'ils sont très mal payés et ils ont quand même des vies entre leurs mains. Donc c'est vrai que ça va être un manga très à charge, on va se le dire, contre le système hospitalier japonais, mais on va en parler quand on rentrera un peu plus dans le cœur de l'analyse. Ce brave Saito, quand on continue un petit peu, justement, qu'est-ce qu'il est obligé de faire, justement, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'il doit faire, le petit Saito, pour... Eh bien, il doit faire des gardes. Des gardes supplémentaires. Les médecins font ça. Eh oui. C'est-à-dire, pour avoir un peu plus d'argent, après leur journée de travail, ils enchaînent leur nuit de travail, où ils restent justement à disposition d'appels, etc., pour les urgences, et pour être disponibles s'il y a un accident ou quelque chose qui se passe en pleine nuit, qui leur rapporte quand même pas mal d'argent, mais... ils sacrifient clairement leur nuit et leur santé à eux pour ça. Et c'est là qu'on apprend justement que par la renommée de l'université à laquelle il appartient, il trouve assez facilement en fait une place dans un hôpital, l'hôpital de Seido, qui est donc où il va être grosso modo aux urgences. Il va traiter essentiellement des accidentés. On va l'apprendre un peu plus tard pourquoi. Et pourquoi c'est intéressant ? C'est parce qu'en une nuit, il peut faire l'équivalent d'un salaire mensuel. Donc c'est pour ça que c'est quand même très tentant. C'est ça. Et la première nuit, on va se le dire, se passe plutôt bien. On va accélérer, on va pas rentrer dans le détail, puisqu'il est accompagné en fait d'un cador, d'un mec qui fait ça tout le temps, qui est très expérimenté, et qui du coup va lui permettre justement de gérer l'urgence, puisqu'on a un premier blessé qui arrive. Et on peut le dire, les scènes sont très, très graphiques. Je trouve que c'est très bien fait. Enfin, je trouve que c'est très immersif. Oui. On a un premier blessé, un homme qui a un accidenté de moto et qui s'est fait broyer la jambe gauche, et on voit justement toute l'énergie et toute la passion que met justement le médecin qui accompagne Saito justement là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé toi déjà de cette première mise en abîme des urgences et justement de cette première nuit de notre brave Saito ? Parce que je dis brave parce qu'il est brave, le pauvre, il en chie tellement. Oui, il est très très brave. Ils sont tous très braves quand même, la plupart. Ouais. Mais c'est vrai qu'au niveau de cette première nuit, déjà effectivement, comme tu l'as dit, graphiquement et même au niveau du découpage, c'est très dynamique. Donc on est très vite plongé dans l'action. C'est à partir de là où normalement vous ne décrochez plus du manga jusqu'à la fin. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous le refermiez, là vous allez enchaîner les pages parce que justement c'est très prenant. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à avoir des patients et donc à mettre de l'humain dans cette relation qu'on n'avait pas encore jusqu'à maintenant. C'était que de la discussion quasiment entre médecins, alors que là, on a le premier patient. Ça y est, on le voit, il est là. Et c'est vrai que graphiquement, on est vraiment dedans. On sent le stress et toute la pression des décisions, rien qu'avec le dessin. C'est vraiment impressionnant. Il y a quelques termes médicaux, mais ça reste comment dire, très lisible, puisqu'on n'a pas spécialement besoin, genre même titre qu'un docteur House, qu'un urgence, quand il utilise des termes médicaux, on les écoute, c'est très immersif. Je reprends le blessé à moto là, qui revient, on a le médecin qui dit fais-tu son bilan sanguin, résus et taux d'hématie. Alors il passe son temps à brailler lui, on va se le dire, c'est un personnage très exubérant. Oui. Il passe son temps à brailler et à cloper. Et il clope dans l'hôpital apparemment, donc apparemment tout va bien, c'est autorisé. Mais ça fait très bizarre. Une autre époque. Amener des poches de sang, au moins une dizaine. Bon, tu sais faire les perfs. Alors, lactate à haute dose et 1000 litres d'hydrocortisone. Alors, on suppose que la cortisone, c'est pour la douleur. Et ensuite, tu fais l'EDC. L'EDC, on apprend que c'est donc l'épreuve directe de comptabilité. Donc, c'est le côté administratif. Mais ça n'arrête pas et on se rend compte, alors c'est pas dérangeant pour la lecture, mais ils ont à peine le temps de se poser, d'échanger deux mots, que ça repart, une nouvelle urgence, encore un autre accident. Ouais. Là c'est une jeune femme, c'est une femme non ou c'est un homme, j'ai un doute, je ne sais plus. C'est une femme. Ouais c'est ça, c'est une femme qui est blessée à la poitrine et ça s'enchaîne comme ça. Et c'est vrai que ce qui ressort et ce qui se dégage de cette première nuit, c'est que Saito est bluffé en disant ce type est incroyable. Oui. Et il ressort de cette nuit plutôt souriant et il dit cet hôpital est fantastique,
il ne refuse aucune urgence. Et là, attention, la contrepartie, je lis en fait ce qui se dit. Ce qu'il ne faut pas entendre, un vrai bleubit. Et là, ça retombe. Il ne comprend pas pourquoi. Ouais. Tu le sais peut-être pas, mais chaque diagnostic est comptabilisé à l'aide d'un système de crédit. Par exemple, on compte 42 points pour un lavement, 12 points pour une prise de sang, etc. etc. Et c'est là qu'il lui met en fait la dure réalité que t'as pas remarqué. Notre établissement prend uniquement en charge les accidents. Et pourquoi ? Pour le pognon. Parce que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Et là, on a une première, par cet échange qui est très intéressant. Encore une fois, je résume un peu parce que le but, c'est pas de tout lire, et c'est de vous laisser profiter de cette lecture. Alors, on apprend quand même que c'est pas si beau tout rose que ça, et c'est pour ça qu'il le traite de bleubit. Alors certes, on apprend qu'il s'est fait 80 000 yens sur cette garde, donc il s'est fait l'équivalent de 650 €, ce qui met quand même un peu de beurre dans les épinards, mais Oui, il va quand même beaucoup. assez vite déchanter par la suite. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé déjà de cette première touche du système très bizarre japonais? On commence les montagnes russes. On a eu déjà la petite montée. Là, on redescend bien, bien sévère parce que vraiment, on se dit, waouh, la passion qui anime ces médecins, c'est fou. Vraiment, ils se donnent à fond. Ils acceptent énormément d'accidents. Effectivement, ils doivent vouloir aider le nombre maximum de gens, mais en fait, pas du tout. Ils veulent toucher le maximum de chaque. Et c'est vrai que là, on se rend compte déjà que, après l'humain, il y a surtout le côté économie et le côté financier, on va dire, de l'opération. Parce que clairement, leur but, c'est d'accepter le plus de monde pour avoir le plus de thunes possible. Voilà, c'est aussi bête et simple que ça. Mais c'est assez poignant parce qu'on ressort vraiment d'une scène qui est pleine d'émotions et qui est très intense pour retomber dans la dure réalité qui nous dit nous, ce qu'on veut, c'est l'argent. Et c'est vrai qu'après, après une bonne nuit de sommeil courte, puisqu'on apprend qu'il a dormi que 3 heures, il se sent un peu sale, le petit Saito, quoi. Hein. Il dit qu'il a gagné 80 000 yens, que c'est 2 fois plus que son salaire, et on sent qu'il a presque des remords. Il a l'impression un peu d'être corrompu, et qu'il n'a pas envie de se laisser corrompre. Et lui, il a envie d'être vraiment, c'est quelque chose qui va beaucoup l'animer, hein, le personnage, pendant toute la série, c'est d'être juste, d'être le plus droit possible, d'être le plus dans l'égalité. Et il va enchaîner une deuxième nuit, parce que clairement, le responsable, le directeur de l'hôpital lui explique qu'il peut facilement se faire encore plus, hein, il peut facilement se faire 100 000 yens, hein, donc à peu près 800 €, donc toujours la patte du gain. Mais sauf que... il va lui annoncer une nouvelle, c'est dorénavant, vous assurerez seul le service de nuit. Si vous n'êtes pas satisfait, bien sûr, on peut toujours augmenter le tarif, hein, n'est-ce pas, hein. Et il lui demande comment est-ce que vous pensez pouvoir gérer. Lui il dit voilà, on va essayer de le faire puisque l'autre médecin avec qui il était est de repos. Et là, on va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet et on va dire dans l'envers du décor, hein, puisque on apprend que en fait les médecins sont très nombreux, mais que les hôpitaux le sont aussi davantage. Et en fait, on apprend surtout que cet hôpital-là, il est en sous-effectif. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est un interne. Oui. Et il se retrouve tout seul à gérer l'hôpital, quoi. C'est ça, et c'est assez bluffant, parce que derrière, on se dit, donc là, c'est un jeune interne, il vient juste de finir ses études. On a bien vu à quel point une nuit peut être intense et compliquée à gérer avec les pages précédentes. Et maintenant, ça va être à lui de gérer tout seul. Enfin, je me suis mise à sa place et je pense que je serais en boule sous mon bureau, en train de pleurer. Vraiment, j'aurais beau avoir la vie de ces gens entre mes mains. C'est une pression vraiment qui se ressent encore une fois. On a une planche où on le voit seul au bureau qui attend les appels. Ça doit être terrible à ressentir parce qu'on est abandonné face aux victimes. Ouais. C'est vraiment, ça va être à lui de absolument tout gérer. Oui, ces pages-là vont être poignantes puisque en fait, on suppose qu'il est à la bibliothèque de l'hôpital. Hein. Ça lui donne, il y a beaucoup de voix off, hein, on l'entend parler, et puis c'est là qu'on va comprendre un peu plus la personnalité de Saito.
Il a vraiment l'impression que de gagner plus, c'est de faire vraiment quelque chose de mal. Et on apprend encore un élément de contexte que, comme pour les CHU, il n'est pas rare que les hôpitaux... donc là, il est dans un hôpital, on précise, et lui, sinon, il est rattaché à un CHU. C'est très important, CHU, donc c'est ce qu'on appelle les centres hospitaliers universitaires, si je ne dis pas de bêtises. Donc on apprend que les hôpitaux ont pour habitude de confier, c'est quelque chose d'assez courant, de confier les gardes de nuit à des jeunes internes, et que lui, il a ce constat, et c'est là qu'on commence à voir un petit peu la facette de sa personnalité, où il est quand même assez lucide. Un conseil, si vous tenez à la vie, évitez de circuler la nuit, car vous auriez de grandes chances de tomber sur un médecin inexpérimenté. Cela fait froid dans le dos, mais c'est la réalité de notre pays. Là, il sort une enquête, en fait, je vous laisserai la découvrir. Et ce que je trouve assez fort, c'est au moment où il tient ces propos-là, on a une double page où on voit une bagnole encastrée dans un poteau électrique avec les urgences qui interviennent, et on sait que ça va être pour lui, quoi. Et double page qui est vraiment très percutante. C'est vraiment une des premières double pages qu'on a dans le manga qui est aussi remplie et qui est aussi poignante. Ça commence déjà là. Mais comme tu l'as dit, on voit Saito qui a ses principes. Et d'ailleurs, tout ce manga va tourner autour de ça, autour de ses principes et de ce que c'est d'être un médecin ou d'être un bon médecin. Et c'est vrai que quand on regardait ça, on se dit, ok, donc si on a un accident la nuit au Japon, concrètement, on va se retrouver face à un petit jeune qui vient de finir ses études. On n'a pas envie de rouler la nuit. Vraiment pas. On n'a pas envie de se retrouver face à ça. Et je pense que même les médecins eux-mêmes n'ont pas envie. Ils doivent prier pour que le téléphone ne sonne pas et qu'il n'y ait personne. Mais ils doivent faire de l'argent, donc ils doivent accepter malheureusement tous ces accidents. Et c'est vrai qu'on c'est un truc qu'on peut faire parler avec la France. C'est vrai que d'aller dans les urgences en pleine nuit, on est souvent confronté à des internes. Alors sauf que le système est un peu différent parce que je pense qu'ils ne sont pas complètement inexpérimentés. Mais bon, il faut bien commencer un jour. Et il y a aussi des problèmes de sous-effectifs chez nous. Donc c'est vrai que là, on a un trait quand même très forcé. Je sais pas à quel point c'est réel et c'est réaliste surtout. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, si vous avez compris, c'est un hôpital qui accepte les accidentés de la route, donc forcément, la bagnole qui s'est encastrée, elle est pour ce brave Saito, qu'on avertit justement que il y a une personne qui va arriver dans 10 minutes, qui va devoir aller au bloc opératoire pour opérer cette personne, sauf qu'il est tout seul, je vous le rappelle. Et il va décider d'appeler le collègue qu'on avait vu juste avant, et sauf qu'il ne va pas répondre. Il va se retrouver face à un homme... Malheureusement, oui. Ouais, il va se retrouver face à un homme de 80 ans, si je dis pas de bêtises, dans un sale état. Effectivement, très très sale état. Vraiment, on voit que c'est compliqué. Il va pas savoir quoi faire. Et il va appeler le directeur de l'hôpital à la rescousse. Je trouve que c'est assez fou parce qu'il y a des gros plans sur ses yeux. C'est glaçant parce qu'en fait on ressent la tension, on ressent les minutes qui passent. Et l'effroi de rien pouvoir faire. C'est ça, complètement glaçant. Et là on va dire le Deus Ex Machina, on a le directeur qui arrive et qui explique que l'infirmière en chef m'a informé de la situation avec un visage très fermé et qui va intervenir sur cette opération. On ne sait pas trop l'issue de l'opération puisque Saito va quitter la pièce et va être dans les vestiaires en train de se morfondre et réfléchir sur son sort, ne pas s'en remettre parce que c'est quelque chose d'assez choquant. Et là, le médecin va avoir une phrase parce qu'il le cherche. Il lui dit « Mais pourquoi n'avez-vous pas procédé à l'intervention ? Il était de toute façon condamné. Autant lui ouvrir le ventre. » Je suis resté sans voix parce qu'il l'accuse de non-assistance en personne en danger. Et je veux juste se terminer sur cette phrase-là avant d'avoir la réaction de Saito, savoir ce que tu as pensé, toi, déjà de cette montagne russe de l'émotion. Ouais, j'étais vraiment déjà pas bien. Je suis très vite dans les histoires quand c'est des histoires médicales, etc. Parce que justement, ça touche beaucoup à l'humain. Et c'est vrai que là, de voir Saito qui se prend en fait comme réflexion, oui, mais tu ne l'as pas aidé, alors que c'était pas du tout son but, mais il ne savait pas comment l'aider, c'est compliqué. On l'a mis clairement, il est inexpérimenté, il se retrouve face à ça, et forcément, il se retrouve pas face au petit accident de j'ai une fracture à la jambe ou aïe, je me suis cassé le bras. C'est tout de suite quelque chose de très grave. Vraiment, si vous lisez le manga, vous verrez l'état du patient. Effectivement, même déplorable. nous, on peut se douter que il va pas s'en sortir. Mais
Mais même moi, quand j'ai vu la réflexion justement du chef, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'ouvrir le ventre de quelqu'un juste sous prétexte qu'il ne va pas s'en sortir, donc autant faire comme si on avait essayé quelque chose. Parce que concrètement, c'est ça qu'il essaye de lui dire, c'est fais au moins semblant. Essaye au moins, même si tu sais que ça sert à rien, fais-le. Et c'est vrai qu'on voit que Saito, c'est un énorme coup dur pour lui. Je pense que là, il s'est pris une réalité qu'il n'attendait Il pas. s'est pris un mur. Et ça va être tout le sujet du manga, c'est qu'il va être toujours face à des murs. Et on va voir une de ses facettes de sa personnalité, c'est que Saito, jusqu'à présent, était très calme. Et on va se rendre compte que c'est quand même quelqu'un d'assez sanguin, qui va vite se laisser submerger par les émotions, puisque là, il va complètement vriller, il va crier, engueuler le médecin, ou il va lui expliquer que c'est votre faute, vous n'auriez jamais dû confier la garde de nuit à un jeune interne comme moi, refusez les urgences si vous n'avez pas assez de personnel, de toute façon, ce qui vous intéresse, c'est l'argent et rien d'autre. Et là, ce qui est encore plus choquant, c'est la réaction du médecin qui reste calme, impassible, et qui lui répond « Oui, et alors ? Qu'y a-t-il de mal à se faire un petit billet lorsqu'on sauve des vies, hein ? Et quel est le rapport entre l'argent et le fait de ne pas opérer un blessé ? Rentre-toi bien ça dans le crâne, inexpérimenté ou non, aux os des patients, tu es un médecin. Tu parles de responsabilité, mais la véritable fautive dans cette histoire, c'est le patient qui a provoqué cet horrible accident. » Et c'est assez dingue, parce que il a une manière de le défoncer, tout en restant calme, d'arriver à retourner la charge. Moi, il me fait penser à un pervers narcissique, une relation toxique de quelqu'un qui arrive à faire culpabiliser ce pauvre Saito, et qui, grosso modo, lui dit « Mais moi, j'ai rien à me reprocher, c'est toi le fautif, en fait, quoi. » Et je trouve que c'est une espèce de prison mentale dans laquelle il lui met. Et ça va traduire en fait tout ce que fait ce manga, c'est de montrer un peu le mur face à laquelle va être Saito pendant tout le long du manga. C'est pas un spoil de vous le dire, mais il va se combattre contre le système et ça va vraiment pas être simple. Et on va avancer juste un tout petit peu et après je te relaisserai la main parce que on arrive sur la fin du chapitre et je trouve que la fin du chapitre elle est amenée d'une manière très anodine mais elle est tellement choquante et glaçante. Suite à cette altercation, le lendemain il retrouve en fait l'autre médecin qui était avec lui sur la première nuit et qui lui dit qu'en fait désolé, j'ai un peu forcé trop sur la boisson et j'ai pas fait gaffe au téléphone, mais lui il arrive no stress quoi, hein, tout va bien. Et il lui dit alors il se passait quoi moi aussi je me suis pris le bec avec lui, mais en gros il n'était pas d'accord non plus, mais sauf que lui on a l'impression qu'il en a fait son constat quoi, tu vois, il fait avec. Et oui, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Mais ce qu'il dit, c'est que même s'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, force est de constater que c'est un directeur qui sauve des vies. Et ce, chaque jour qui passe, malgré ce... Et là, je trouve que... Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi, sur ce truc-là, pour moi, le patient était mort. En tout cas, à aucun moment, le directeur lui a dit « on a sauvé le patient » avec quelque chose de bienveillant. T'inquiète pas, on l'a sauvé. On n'a pas du tout de suite, en Exactement. fait, à ça. Mais sauf qu'on l'apprend d'une manière détournée et qu'on pourrait ne pas interpréter ça pareil. C'est l'avant-dernière case avant la clôture du premier chapitre. On entend un « Hiroshi, Dieu soit loué, pardon. Tu es vivant. » Pas de point sur le visage, rien du tout. On voit pas de qui on parle. On suppose que c'est lui et que le médecin l'a sauvé. Et sauf qu'à aucun moment il lui a dit, à aucun moment on le sait. Et c'est encore plus... Je trouve qu'elle est poignante, cette fin de premier chapitre. Et du coup, je vais te laisser prendre la main et puis en profiter pour me dire ce que tu as pensé de ce premier chapitre et donner ton avis. Puis après, on va se laisser porter tranquillement sur le dessin, sur éventuellement un petit peu l'écriture et puis un peu guider les auditeurs sur ce qu'ils vont trouver après, sans dire ce qui va se passer, mais grosso modo, les orienter sur les différents services qu'il va être amené à rencontrer. Et puis éventuellement, je te demanderai peut-être après, c'est ton service coup de cœur. Voilà, enfin ton arc préféré. Mais oui, donc pour revenir sur cette fin de chapitre, alors déjà, effectivement, cette avant-dernière case qui nous montre juste que le patient a survécu, ça continue dans les émotions et dans les montagnes russes, hein, vraiment, on est en plein dedans, c'est totalement anodin, et pourtant on s'est dit, en fait, ce monsieur qui a été très très dur avec notre cher interne, a finalement peut-être un tout petit peu un cœur. En tout cas, il a fait de son mieux apparemment pour le sauver. Il l'a sauvé, ouais. C'était pas juste lui ouvrir le bide, voilà. Mais c'est vrai que le discours qu'il donne, en tout cas à Eijiro, c'est pas terrible en fait, parce qu'il va clairement lui dire l'argent avant les gens, voilà. Et il va lui dire secoue-toi. Je crois qu'il y a une case à un moment où il lui dit clairement un peu de nerf, ouais.
je me contrefous de tes postures morales. Donc vraiment, il lui dit, ta morale, j'en ai que faire. Tu te la mets où, je pense. Ouais. Moi, ce que je te demande, c'est d'opérer, exactement, c'est d'opérer et de faire ton boulot. C'est tout ce qu'on te demande. Tes émotions, ta morale, ça n'a rien à faire là. Une fois que tu rentres au bloc, ça reste à l'entrée. Quelque part, il n'a pas tort. Tu vois, c'est une dure réalité, mais c'est d'arriver à dissocier le côté affectif et le côté professionnel pour pas mettre trop d'émotions dans ce qu'on fait, parce que c'est ce qui peut-être te permet de te préserver. Après, il y a tout le côté vénal et financier qui est derrière, mais c'est vrai que finalement, forcément, c'est peut-être une carapace, hein, et est-ce que finalement, c'est pas un peu le gentil, quoi, parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des personnages bien pires après. Oui, il y a bien pire, mais c'est vrai qu'il y a ce côté, je pense aussi mentor, où il se dit, est-ce que c'est pas le moment d'être le plus dur possible pour justement faire grandir et qu'ils se rendent compte que c'est pas le monde des bisounours, c'est pas ce qu'ils pensent, le métier de médecin. Mais la façon de faire est quand même très, très, comme dit, brutale et pas très, très humaine non plus. Je veux dire, on peut être pédagogue sans être forcément cassant et aller humilier les personnes. Comme tu as dit, il y a un gros côté un peu pervers narcissique. Parce que oui, il lui retourne le cerveau. Il lui fait croire que c'est lui qui est coupable et le patient. En plus, il incrimine le patient en disant c'est lui qui a fait un accident. Donc, c'est très, très compliqué de gérer ça pour lui, où il se dit mais comment ça ? Enfin, à quel moment on va dire c'est la faute du patient. Enfin... Ça va avoir l'effet inverse en fait sur Saito, puisque c'est ça qui va le lancer dans sa croisade justement de combattre le système. Croisade peut-être perdue d'avance, mais on pourrait penser que, en tout cas, la méthode de ce directeur le ramènerait à la raison, sauf qu'en fait, ça va décupler sa haine contre le système, quoi. C'est ça. Là, il a créé clairement un détracteur dans la matrice. Vraiment, c'est quelqu'un qui va être là et qui va juste tout faire pour honorer son code moral, en tout cas au maximum, comme il peut. Et là, on peut dire qu'avec ce chapitre, la machine est lancée. On va dire là, on a mis les bases, ça y est, on sait dans quoi on se lance comme œuvre. On sait que ça va être poignant et que surtout, ça va être très direct. Ils vont pas passer par 4 chemins, ça va être juste... Voilà la vérité, voilà le quotidien, faites-en ce que vous voulez. C'est un premier chapitre qui est très, très, je trouve très efficace et qui nous met vraiment dans le vif du sujet et qui arrive à nous poser vraiment tout ce qu'on a besoin. On est armé après ça parce qu'on sait à quoi on va s'en tenir et je trouve que c'est à la fois d'une brutalité mais d'une efficacité sans nom et ça permet vraiment de se dire ok, je sais à quoi m'en tenir. On peut ne pas rentrer dedans parce que c'est pas notre cam ou il faut être un peu disposé aussi pour le lire, faut se dire les choses, faut être dans le bon mood parce que c'est vraiment pas une lecture simple, c'est très dur et puis il y a des arcs je trouve qui vont être plus durs que les uns que les autres, enfin tu vois il y a des choses vraiment très compliquées à lire. Oh oui. Mais pour autant je trouve que c'est un récit d'un génie et je trouve que c'est encore une fois une belle pioche de Namat d'avoir réédité ce titre et de le reproposer aux gens. Déjà si donner 2 mots pour déjà l'identité un peu graphique de ce manga. Toi, qu'est-ce que tu as pensé du dessin, toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu es rentré dedans direct ? J'ai eu un peu de mal avec les visages au début, parce que selon les angles, etc., parfois les visages sont un peu difformes. Mais plus on a avancé, je pense que c'est aussi le premier chapitre qui fait ça, mais plus on avance, plus on voit le talent vraiment il progresse, de l'auteur. Il progresse. Et c'est vrai que on voit vraiment, même ne serait-ce qu'à la fin de ce premier chapitre, les gros plans sur les visages ou ce moment où on le voit vraiment fou de rage, on voit dans ses yeux la détermination. C'est assez fou. Donc, ça fait partie de ces œuvres où même si le dessin n'a pas été la raison pour laquelle j'ai voulu le lire, c'est clairement une raison qu'il est devenu à la fin. Quand j'ai refermé le manga, je me suis dit c'était incroyable. Il y a une capacité à transmettre des émotions avec le trait qui est vraiment bluffante. Alors, on l'a pas dit en explication, parce qu'on a été assez vite sur la description du manga. On est dans la catégorie seinen, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Et voilà, c'est le quotidien d'un médecin dans les bons et comme dans les mauvais moments. Donc il y a des trucs assez trash, donc voilà. Mais ça, je trouve qu'il arrive bien à le retranscrire. Alors, moi, j'étais un peu perturbé par le dessin aujourd'hui parce qu'il sort un peu des codes de ce qu'on peut lire. Je sais pas si c'est pas mon premier seinen, je suis en train de réfléchir, parce que j'étais très shonen à l'époque, et je suis en train de demander si c'est pas lui mon premier seinen, parce que
Ça remonte à déjà quelques années que j'ai découvert ce titre-là. Alors, je l'ai découvert grâce à ma femme, parce qu'elle était passionnée pour tout ce qui était lecture en lien avec le médical. Donc, on a plein de séries en lien avec le médical. Je vous en name-dropperai quelques-uns à la fin du manga. Enfin, à la fin du podcast, on vous donnera quelques petites recos lecture pour compléter celle-là. Il y en a certaines qui sont un peu compliquées à trouver, mais voilà, aujourd'hui, avec la magie d'Internet, vous pouvez toujours arriver à trouver ce que vous voulez, logiquement. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup le dessin, même si c'est un peu perturbant au début, je trouve il a un trait de génie, il a cette capacité à transmettre les émotions par son dessin. Je trouve qu'il a une capacité aussi à faire des gros plans sur les visages qui sont assez bluffants. Oui. Et j'aime beaucoup son dessin, et c'est vrai qu'on sent vraiment l'évolution chapitre après chapitre. Il progresse. Le détail des interventions est vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment très immersif. Il arrive vraiment bien à reproduire en fait l'ambiance d'un bloc opératoire, d'un hôpital. Il y a des trucs, c'est très brutal, c'est très organique. Tu vois, je trouve que c'est dans sa manière de dessiner, il y a tout un passage aussi en néonate où on voit les bébés, etc. C'est très 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 réaliste, je trouve, dans sa manière de dessiner. Et je trouve qu'il y a un petit temps d'adaptation, mais le premier chapitre nous aide justement à nous adapter avec le dessin du dessinateur, enfin de l'auteur. Et je trouve que moi, pour le coup, c'est une vraie belle découverte à l'époque où je l'avais lu. Puis à la relecture, je trouve qu'on voit des choses qu'on n'avait pas vues. Et on analyse un peu différemment aussi, parce qu'on a un peu plus de background. Mais pour le coup, tu vois, c'est typiquement ce genre de manga qui fait pas trop manga. Il y a des exagérations par moment. Oui, on en parlait justement avec l'épisode avec Segon, on se posait la question de quel manga on pouvait mettre entre les mains. Donc toi, on parlait justement de Tokyo Tareba Girl, tu prononces mieux que moi d'ailleurs, qu'on disait justement que c'était un manga dans un style et dans une catégorie qui pouvait plaire à un certain public. Et tu vois, si quelqu'un qui cherche aujourd'hui, c'est ça la force d'un manga, c'est qu'il y a des mangas pour tout le monde. Dans un truc un peu plus adulte qui traite du médical, et ben clairement, celui-là, je pense que c'est quelque chose qui peut dépasser le cadre de se dire les mangas c'est que pour les gosses, quoi, tu vois. Oui, ah bah là de toute façon c'est la preuve même que le manga n'est pas que en tout cas pour les gosses, parce que déjà un gosse là il va rien comprendre, voilà. On va le perdre avec le début et les salaires, mais c'est vrai que c'est clairement fait pour des adultes et c'est dur. C'est vrai que même si le dessin est fantastique et qu'effectivement les détails au niveau des interventions sont présents mais ne sont pas gênants, c'est pas gore, voilà, on n'est pas non plus sur quelque chose de gênant. Mais par contre, au niveau de tout ce qui est émotion, morale, etc., là, on va chercher très très loin. Et c'est vrai qu'il y a clairement que des adultes qui peuvent aller dans ce registre-là. Complètement. Justement, tiens, garde la main. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour un peu éclairer un peu les auditeurs sans forcément divulgacher ou spoiler ce qui va arriver après, sur sa manière d'écrire, c'est en fait qu'est-ce que tu peux me dire sur l'écriture de l'auteur? Ce qui est bien, c'est qu'elle évolue beaucoup, et effectivement, comme on va le voir dans différentes parties, on va dire, de l'hôpital, on va avoir le service maternité, enfin prénatal, on va avoir tout ce qui est cancérologie, etc. On va vraiment pouvoir voir à quel point il sait s'adapter, et il va vraiment jouer sur différentes cordes sensibles. C'est vraiment pas les mêmes choses. Ouais. C'est vraiment pas du tout les mêmes émotions qu'on va avoir d'un chapitre ou d'un tome à l'autre. Et je trouve qu'il est brillant. C'est brillant parce qu'on n'est pas sur du pathos, on n'est pas sur quelque chose qui est là pour dire « Regardez-moi, je suis larmoyant, oh là là, c'est triste ». Là, on est juste sur « Regardez la réalité, regardez-la vraiment, prenez-vous-la de plein fouet ». Et puis derrière, assumez comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'il ne met pas de filtre, et c'est ce que j'ai adoré. C'est de l'émotion brute. C'est vraiment ça. C'est viscéral, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est une écriture vraiment viscérale qui, en fait, si vous voulez, on pourrait avoir un peu ce cliché du personnage, du héros principal qui est criard, qui est toujours en train de chialer, etc. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Il faut vraiment vous mettre... ce premier chapitre nous donne vraiment cette impression-là. Il va vraiment être face à un mur, et à tous les niveaux, et qu'aujourd'hui, le patient n'est juste qu'un chiffre. Et il y a très peu d'humanité, en fait. On a très peu d'humanité dans ce manga, en fait, dans le système hospitalier japonais. Et c'est ça, en fait, qui, lui, va essayer de chercher à combattre, sans vous en dire trop. Et ça va être très compliqué. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va passer par toutes les émotions, parce qu'on va passer par des services différents, comme tu l'as dit, et on va terminer par un très brillant
service de la psychiatrie, qui est juste ma boule, comme le nom peut-être l'indiquer, qui est assez marquant, enfin on n'en ressort pas indemne. Mais c'est vrai que moi, si je dois donner mon petit chouchou, parce qu'entre-temps j'ai vieilli et j'ai eu des enfants, je t'avouerai quand même que celui de la néonate, il m'a fait quelque chose quand même. On m'a un peu retourné. Je vais pas vous dire ce qui se passe dedans, mais si on parle de néonate, c'est forcément qu'on a des prématurés. On va avoir une histoire autour de prématurés, de grands prématurés. Et celle-là, waouh, elle est... c'est vrai qu'elle était dure. Hein. Elle retourne celle-là. Voilà, j'en dis pas plus, je dis pas comment ça se termine, si ça se termine bien ou ça se termine mal. Je vous laisserai les découvrir. Ça sera aux alentours du tome 2, si je dis pas de bêtises. Mais c'est vraiment intéressant parce que on note aussi, quand tu parles des différents services, que chaque service fonctionne d'une manière un peu différente, qu'il y a de la guerre entre services, que des fois il y en a un qui ne veut pas prendre la responsabilité parce que c'est la responsabilité de tel ou tel service. Donc on est vraiment plongé en plein milieu du système hospitalier japonais et ça c'est vraiment passionnant. On a vraiment une histoire un peu de stratégie comme ça, clairement. C'est Ah oui. Qui va prendre, s'il y a un décès, qui est le fautif. Mine de rien, il faut aussi l'envisager. On va avoir les cas de dans quel service on va le mettre, parce que s'il y a plusieurs pathologies, etc. Et c'est vrai que le néonat le prénatal a été très compliqué. C'est un qui m'a beaucoup touchée. J'ai pas d'enfant, mais c'est quelque chose où c'est des petites choses. Elles viennent de naître, elles n'ont rien demandé à personne. Et voilà, parfois, il y a des choses qui arrivent qu'on n'a pas envie forcément de vivre ou de voir. Et pour revenir d'ailleurs aussi sur l'arc psychiatrique, c'est très dur parce qu'en plus, on voit une ancienne vision, entre guillemets, parce que c'est un manga qui date des années 2004 dans ces eaux-là, 2002-2004. Oui. Donc on n'avait pas du tout la même vision des maladies mentales. Donc on se rend compte déjà qu'on a quand même évolué. Alors il y a encore du travail à faire, mais on a quand même bien évolué là-dessus. Et malgré tout, d'ailleurs, c'est une œuvre qui est intemporelle. Et je pense que c'est pour ça que Naban a très bien fait de le rééditer. C'est qu'on le rééditerait encore dans 10 ans. Ce serait encore la même chose. Il y aurait toujours autant d'impact. Parce que le cœur même du manga, c'est l'humain. Et l'humain ne changera pas. Les valeurs seront toujours les mêmes. Les vices seront toujours les mêmes. Et c'est clairement ça qu'on voit. Après, pour mon petit préféré à moi, c'est horrible parce que vraiment, j'avais un paquet de mouchoirs à côté de moi tout le long de la lecture. Je n'ai jamais autant pleuré sur un manga. C'était pour l'arc dans la cancérologie. Voilà, ceux qui l'ont lu le savent. C'est le tome 4, je crois, chez Naban. Je sais que j'en ai discuté avec beaucoup de gens et il m'a broyé le cœur. Voilà, même là, quand j'en parle, j'ai encore de l'émotion. C'est vraiment très rare qu'un manga me marque autant. Mais là, c'est tellement vrai et tellement juste. C'est pas du tout dans l'exagération que ça nous touche. On peut pas s'empêcher de ça. Il y a ce sentiment d'impuissance, je trouve, dans le manga. On sent que malgré tout l'énergie que peut mettre le héros, il y a ce côté déjà, il est impuissant par rapport à l'administration, par rapport au système, mais il est aussi impuissant par rapport aux limites de l'homme. C'est ça, il est impuissant face à la maladie. Exactement. Et c'est là-dessus où on se dit, waouh. Et c'est vrai que c'est en ça que ce manga est très fort. Je trouve en plus que, tu vois, même s'il cherche un petit peu l'auteur au niveau de son dessin, qui est, je trouve déjà quand même bien maîtrisé dès le début, mais il va s'améliorer au fur et à mesure des tomes. Oui. On est aussi sur un trait, je trouve, assez intemporel aussi. Tu parlais d'intemporalité de l'œuvre. Je trouve qu'il n'a pas vieilli le trait. C'est un manga qui a presque 20 ans, et ça passe encore très bien, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui peut se lire encore très bien aujourd'hui. Et comme tu l'as si bien dit, Naban a fait une belle pioche de reprendre les droits de Blackjack. On l'a pas dit, mais c'est aussi un hommage au Blackjack d'Osamu Tezuka, le titre, c'est un peu facile comme ref, mais ça l'est. Et c'est vrai que j'ai envie de vous dire, pour vous donner un dernier argument pour essayer de vous convaincre, on va plutôt aller chercher les fans d'urgence, tu vois. On enlève tout le côté romance et compagnie, parce qu'il n'y en aura pas vraiment, ou très peu. Non. Même si on pourrait penser des fois qu'il y a des love interest qui peuvent se dessiner assez vite, et il n'a pas le temps pour ça, en fait. Exactement. Mais on est vraiment, si on prend le côté purement médical, on est vraiment à mi-chemin entre du Grey's Anatomy, en enlevant tout le côté romance, encore une fois, parce qu'il y a le côté école, dans Grey's Anatomy, on suit des internes qui progressent dans leur pratique, et je prends des références très mainstream, volontairement. Et Urgence, quoi, pour les plus anciens. Si tu en vois d'autres, je sais pas si tu en vois d'autres, mais je pense que c'est les deux plus...
Voilà, même si Grey's Anatomy était pas sorti hein, à l'époque du manga, hein, on va se le dire, parce que c'est une série des années 2010, mais Urgence était clairement sorti à cette époque-là. Mais voilà, en tout cas, c'est pour, entre guillemets, raccrocher un peu les wagons pour vous donner des arguments supplémentaires pour découvrir cette super série. Et il n'y a vraiment pas de romance, hein, pour ceux qui se demandent. Oui. C'est Non, mais on vraiment espère pas, toujours un petit pas peu. le genre de la maison. Oui, mais en tout cas, on se rend compte aussi que de un, c'est pas facile de se trouver une copine quand on est médecin, parce que c'est un rythme vraiment effréné. Et effectivement, là-dedans, c'est vraiment effleuré. On en parle très très peu, c'est vraiment pas le but principal du manga, quoi. Pour aller plus loin dans la lecture, on vous a préparé des petites recos rapides et on va conclure l'épisode là-dessus, parce que je pense qu'on a fait à peu près le tour et on vous a dit tout le bien qu'on pensait de Give My Regards to Blackjack. J'ai vraiment du mal à me faire à ce titre-là, parce que j'étais vraiment habitué à Say Hello to Blackjack. Mais tu peux le dire, on dira rien si tu le dis, vas-y. On m'en voudra pas, et je suis très mauvais en japonais, donc je ne le dirai pas en japonais. Mais déjà, est-ce que tu veux commencer éventuellement par peut-être éventuellement des petites recours, entre guillemets, dans le sens pour aller plus loin dans les séries médicales? Ça se dit, ouais, les séries médicales, je fais pas d'erreur de français, c'est bon. Qu'est-ce que tu peux nous recommander? Alors, en recommandation, il y en avait deux auxquelles j'avais pensé. Le premier, ça va être, alors que je reprenne juste ma petite note, parce que je ne retiens pas sinon les auteurs, on va avoir Les Enfants d'Hippocrate, de Higashimoto Toshiya, qui est aussi l'auteur du bateau de Thésée, pour ceux qui ont déjà lu cet excellent d'ailleurs seinen aussi en 10 tomes. Là, on est sur justement une série médicale, plutôt sur tout ce qui est pédiatrie. Donc ça va toucher directement aux enfants, où on va suivre Mako, qui est un jeune interne aussi, et qui découvre un peu ce métier, et on va suivre ses déboires, qui est édité chez Mangetsu. Je crois qu'on a le tome 8 qui est sorti en France, et ils sont à 10 tomes au Japon, quelque chose comme ça. Donc vraiment déjà, alors, c'est pas une recommandation qui, moi, m'a beaucoup touchée, mais la pédiatrie, c'est pas non plus ce qui me touche le plus, je l'avoue. Mais il y a eu beaucoup de succès quand même, il y a beaucoup de retours positifs, donc je vous conseille quand même d'aller le découvrir. Et en deuxième, il y a Hitomoji, Stress mortel, de Masé Motoro, qui est édité chez Crunchyroll, où là, on est clairement sur quelque chose de très actuel, où dès qu'on a trop de stress, qu'on a en tout cas des choses qui nous angoissent dans la vie, on se transforme en un espèce de blob. Et le but d'une équipe médicale qui arrive, qui a été créée exprès pour ça, c'est de trouver les causes du stress et de petit à petit trouver des solutions et vous aider à passer ça. C'est en 4 tomes et franchement, c'est excellent aussi. C'est par l'auteur de Ikegami, pour ceux qui ne l'ont pas lu, qui est aussi disponible chez Crunchyroll. Qui est un super high concept aussi hein, pour chercher le Japon, qui cherche en fait à limiter la natalité et qui décide de mettre une espèce de capsule dans les nouveau-nés, une sur je ne sais plus combien, qui explosera à la majorité. Et en fait, on suit les Ikigami qui sont en fait les porteurs de cette nouvelle funeste et qui expliquent que dans 24 ou 48 heures, je ne sais plus exactement, la capsule va se détruire et on voit comment les gens réagissent face à la mort imminente. C'est un auteur qui aime beaucoup les concepts forts, comme ça. Oui, on dirait. Ouais, en tout cas, c'est des super recos parce que Hitomoji, c'est ça? C'est comme ça qu'on le dit? Hitomoji? Hitomoji, ouais. Ouais, je l'ai dans ma pile à lire et je l'ai toujours pas commencé. Donc j'attendais de prendre les 4 tomes pour me les enchaîner. Donc c'est pas tout à fait fini, je crois, au moment où on enregistre. Il reste encore 1 ou 2 tomes à sortir, je crois, de mémoire. Non, c'est terminé. 4 tomes, les 4 sont sortis, donc en plus 4 tomes, c'est bien pour le budget et vraiment c'est très très bien développé, donc je vous le conseille. Bon super. Eh bien écoute, il faudra que je termine tout ça. Moi je vais vous recommander des séries un peu vieilles, mais je vais commencer par une qui se trouve toujours, qui est chez Glénat, qui s'appelle Team Medical Dragon, de Taro Nogizaka. Je suis désolé, je suis pas très très bon avec les noms japonais. On suit en fait le parcours d'un chirurgien brillant qui a toujours été habitué en fait à opérer dans le cadre d'une ONG dans des situations très dures, extrêmes, et il va se retrouver à revenir dans le monde normal et justement à être confronté. On retrouve encore ce système de confrontation au système japonais. Lui, il était un peu borderline dans sa façon d'opérer parce qu'il n'avait pas le choix. Il était obligé d'opérer dans des conditions des fois un peu limite. Là, il va se retrouver dans le système japonais et il va appliquer ses méthodes
un peu freestyle, on va dire, et bah ça va faire des étincelles. C'est une super série avec un super dessin que je vous recommande vraiment. Elle est toujours dispo et c'est en 25 tomes. Voilà, moi j'avais commencé la série, je l'ai malheureusement pas terminée pour des raisons de budget à l'époque, mais il faudra un jour que je m'y penche et que je termine parce que c'était une chouette série. Le nom est incroyable. Ouais, c'est vrai que oui, parce qu'en fait il va y avoir une histoire un petit peu d'équipe spéciale qui va être chargée pour intervenir là-dessus. J'en dis pas trop, mais voilà, c'est un super récit. Et un autre là pour le coup qui est, en fait, en parlant avec toi en off sur mes recos, je me suis dit il faut vraiment que je me la refasse parce qu'elle est clairement dans mon mood actuel, qui est de lire de la tranche de vie. À l'époque, j'étais pas réceptif. J'avais lu et j'avais vite saturé un peu, mais je suis sûr que maintenant je le relirai et je serai clairement dans cette ambiance-là. C'est Dr Koto, édité aux éditions Kana, en 25 tomes. Alors officiellement c'est interrompu, c'est en pause, on a fait des recherches avec Alicia, on n'a pas trouvé le pourquoi du comment, mais en tout cas c'est une série qui est vraiment plein d'ondes positives. On suit donc le personnage de Dr Koto, brillant médecin, brillant même chirurgien de mémoire, qui décide de tout lâcher, quitte Tokyo pour aller s'enfermer à la campagne et devenir un médecin de campagne. Et on va le voir en fait être dans ce quotidien de médecin de campagne à la cool, sans stress. En tout cas, il pourrait y avoir du stress apparent de la part des patients, mais il a tellement connu le stress à son paroxysme que en fait, il prend tout ça avec légèreté et on va le suivre dans son quotidien. C'est du slice of life d'un médecin de campagne qui va accompagner ses patients qui ont des petits problèmes de santé ou des fois des plus gros. Et de mémoire, je crois qu'il opère sur une île. Donc il y a ce système des fois d'aller sur le continent parce qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes ressources sur l'île. Et c'est vraiment chouette. Dessin un petit peu vieillissant, je dois le reconnaître. À lire aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins facile. Pour être très honnête, je ne sais pas si Kana continue de proposer les tomes à la vente, mais en tout cas, si vous cherchez à aller un peu plus loin et que vous êtes dans un mood série médicale, je ne peux que vous recommander Dr Koto, qui est vraiment super sympa. Non, c'est vrai que c'est une bonne reco et je vais me la noter malgré tout, parce que j'aime beaucoup les séries médicales. Donc voilà, comme ça me permettra d'en découvrir des nouvelles. Elle est vraiment bienveillante, celle-là, pour le coup. On avait manqué un peu de bienveillance dans Say Hello to Blackjack. Et là, c'est vrai que pour le coup, on est dans une autre vibe. Et tout ça, je ne peux que remercier ma femme, puisque c'est elle qui m'a fait découvrir ces séries. Je ne serais jamais allé en première intention. Et donc, je lisais derrière elle les séries qu'elle achetait pour elle. Et c'était vraiment un joli coup de cœur. On a terminé, Alicia. Ça y est, on est arrivé au bout de notre épisode. Je vais te demander, pour les gens que ça intéresse, de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver. L'endroit où je suis le plus active reste clairement Instagram. C'est là que je fais le plus de choses, sachant qu'en ce moment, j'aime bien tester des nouveaux formats. Donc, n'hésitez pas à passer, faire un petit tour. J'ai par exemple proposé ces mangas que j'ai abandonnés, parce qu'il faut aussi dédramatiser un peu... Ah non, mais c'est un post qui a cartonné. Ouais, j'étais très très étonnée et je m'attendais vraiment à me prendre une vague de haine parce que je parle de titres comme Spy X Family qui sont quand même des... Tu as arrêté Spy Family Ouais, j'ai arrêté, j'ai tout revendu. Mais effectivement, de dédramatiser un peu là-dessus et de se dire que c'est pas grave, on peut pas tout aimer. On peut aussi se dire qu'une série a changé parfois en cours de route et finalement ne nous convient plus. Mais c'est vrai que celui-ci a beaucoup marché et a libéré un peu la parole sur moi aussi j'ai arrêté des titres très connus et que tout le monde aime et que je n'ai pas aimé. Donc voilà, et après aussi des focus sur le trait des dessinateurs. Parce que je découvre de plus en plus de dessinateurs et de dessinatrices aussi. Et c'est vrai qu'on s'attarde pas tout le temps assez sur leurs traits. Et c'est vrai que j'ai parlé de Keigo Shinzo, de Io Sakisaka, qui est plutôt une auteure shoujo. Et j'adore. Donc voilà, d'aller un peu plus loin là-dedans et de proposer des choses qui sortent un peu juste d'une chronique classique et d'aller aller un peu faire de la culture, on va dire. J'aimerais tellement faire un épisode sur cette autrice, parce que j'ai vraiment adoré Blue Spring Ride, j'espère que je prononce bien, un chouette shoujo, enfin vraiment tout mignon et qui m'a beaucoup surpris. Si un jour on en parle, on approfondira le sujet, mais j'avais gardé un peu cette image de certains shoujo un peu gnangnan, un peu des fois un peu où il y avait toujours un peu le bad guy, un peu toxique, mais que la fille s'accrochait.
Et en fait, non, elle prend tout à contre-pied. Je trouve ça tellement rafraîchissant comme lecture. Elle a un trait vraiment super et j'adore. Et encore une fois, comme je dis, mon petit Val porté disparu, ça va me permettre de faire un petit peu de shoujo dans le podcast. Et c'est vrai que j'aimerais bien en parler un de ces quatre parce que ça fait partie des shoujo peut-être les plus récents que j'ai tout lu. Encore une fois, grâce à la plateforme Manga.io, qui est dispo en intégralité. Et c'est vraiment une chouette série. Donc, ouais, c'est bien que t'en parles. Bah, c'est vrai que le shoujo a évolué aussi. Hein. On a tendance à se souvenir justement des shoujo des années 2000 où, le féminisme, etc., le consentement, c'était pas trop un principe qui existait. Mais les shoujo récents, maintenant, ont tendance quand même à sortir de ce cadre-là et à faire des choses plus modernes et plus authentiques. Et c'est vrai que Io Sakisaka est quand même très connue. Elle a actuellement l'œuvre Sakura Saku, qui est en cours, et qui aussi est un énorme succès, parce qu'on sort un peu des shoujo classiques. Il y en a pour tous les goûts, et c'est vrai que sortez-vous de ces clichés de se dire que le shoujo c'est pour les filles, shonen c'est pour les garçons. Aujourd'hui, je pense que on est dans une époque où tout se lit, et pour tout le monde. Après, on peut être le public ou pas. Et je pense qu'il faut sortir juste de ce cliché de dire que si c'est un shoujo, ça me plaira pas. Alors, il y a des histoires dans lesquelles vous ne rentrerez pas dedans. Mais des fois, on peut être agréablement surpris. Et je trouve que Blue Spring Ride, pour le coup, est une belle découverte. Et j'ai commencé aussi Orange. Et pour l'instant, ça me plaît bien aussi. Qui est chez Akata. C'est du shoujo aussi. Et avec un petit côté surnaturel, un peu fantastique. Donc c'est super. Donc essentiellement sur Instagram, du coup, est-ce que tu continues ton podcast? On pourra couper ça en montage si tu veux. Podcast, tu le continues si tu n'en es plus? Est-ce que je mets les pieds dans le plat? Compliqué. Ah non, mais il n'y a pas de souci. C'est quelque chose que j'adore faire, pour être honnête. Donc merci beaucoup de m'avoir invité. Je n'ai pas autant d'aisance encore que vous ou que Sego. Voilà, j'ai encore un peu de mal. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup m'y mettre. Je vais un peu plus réfléchir on va dire, à la tournure des choses et à comment j'ai envie de faire les choses, quel est le but, etc. Mais déjà, d'être invité, c'est très bien. Mais le podcast, ça reste dans un coin de ma tête parce que c'est un projet qui me tient à cœur et parce que j'adore bavarder. Ce qui manque en fait au podcast, c'est les images, hein, on va se le dire. Moi, j'ai pas envie de faire du YouTube, par exemple, parce que j'ai pas envie de montrer ma tête sur les réseaux. Pour autant, on essaie quand même d'arriver à vous transmettre cette passion qu'on a pour le manga, même si vous n'arrivez pas à voir ce qu'on vous montre. Mais je pense que en réfléchissant bien, tu as quelques concepts que tu pourrais adapter au format podcast, parce que ton public Instagram n'est pas forcément ton public podcast. Et typiquement, ces mangas que j'ai abandonné de le mettre au format podcast, déjà c'est un titre très putaclic, donc ça fait venir les gens. J'ai bien pensé au truc. Ah non, mais c'est très très bien. Et c'est pas négatif, hein. Quand je dis putaclic, c'est parce que c'est le clair. Aujourd'hui, ça marche comme ça. Oui, ça rend curieux. Un des épisodes qui a le mieux marché sur le mois de septembre, c'est l'épisode que j'ai fait avec l'envers du manga, où le titre c'était 3 mangas pour la rentrée. Et basique, hein, toi. Et c'est celui qui a le mieux marché, parce que les gens étaient peut-être curieux de dire, mais de quoi il parle? Oui, ils aiment bien les tops. Voilà, les tops, les 3 machins, ces 5 mangas que vous ne lirez jamais dans votre vie, parce que trop dark et compagnie. Voilà, tu sais comment attirer le chaland. Mais c'est vrai que je me dis, le fait d'avoir ce parti pris des fois de donner en titre de l'épisode, de donner le titre du manga, des fois peut freiner certaines personnes. Oh, j'ai pas envie d'entendre ce mec-là parler de ça, etc., etc. Je devrais peut-être éventuellement arrêter de faire ça et faire des titres putaclic, mais c'est pas le but. Hein. Je vous le dis tout de suite, je vais quand même continuer à mettre les titres des mangas que je traite. Mais c'est vrai que des fois ça peut freiner. Je vois par exemple Astro Boy qui est un super titre a pas du tout marché, tu vois, par exemple, parce que ça intéresse pas forcément les gens. Oui, la plus jeune génération est peut-être moins dedans, bien que maintenant avec Pluto, l'animé qui est sorti sur Netflix avec Astro Boy, peut-être que ça va redonner un petit coup de fouet. Un petit coup de fouet complètement, en tout cas, merci beaucoup Alicia d'être venue dans cette émission. C'était très cool, c'est à refaire. Il faudra qu'on se retrouve d'autres titres, mais on a de quoi faire, je pense. On a un moyen de trouver d'autres choses. Si c'est les Arts Noirs ou Naban, je suis toujours dispo. Oui, et puis il y a d'autres titres encore à explorer. Enfin, le monde est vaste du manga, ça, il y a de quoi faire. On n'est pas à l'abri de tomber en pénurie, hein, ça va aller. Hein. On est à l'abri, non, comment je dis? C'est mal tourné. C'est pas grave. C'est pas grave, enfin bref, vous avez compris l'idée. Hein, c'est la fin de l'émission, je commence à fatiguer. Pareil, donc pour nous, je vais être très bref là-dessus pour nous retrouver. Alors on a mis en place, je vous l'ai annoncé dans l'épisode, je vais pas revenir dessus parce que il y a pas trop d'intérêt. On a quitté avec Val le collectif de l'imaginaire. Donc on a réactivé notre ancien Discord. Donc si vous voulez venir échanger sur l'épisode, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.
Encore une fois, j'ai fait ça sans grande prétention, hein. Le but, c'est pas de créer un truc hyper dynamique. Je suis assez présent, donc je répondrai assez rapidement en général aux messages. Mais le but, c'est de créer, comme j'expliquais, une interface d'échange. Parce que, comme j'expliquais, le podcast ne permet pas trop ça, malheureusement. Parce que les plateformes sont mal foutues pour ça. Et c'est pas YouTube, encore une fois. Donc le Discord est un bon compromis. Même s'il y a aussi les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez venir nous parler. Je suis très sociable, je parle avec les gens, normalement. et voilà, donc on est disponible à peu près sur toutes les plateformes. Au niveau réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Récemment, Blue Sky. Bon, je suis pas encore trop convaincu par la plateforme, je la trouve assez austère. Mais bon, on est quand même là parce qu'il faut y être. C'est un peu the place to be en ce moment. Et puis voilà, et puis on vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga? Alicia, je te dis à bientôt. Auditeur, à bientôt. Et ciao tout le monde. Bye.